Bonjour mes amis, me voilà de retour. Donc, on reste toujours sur notre livre d'avant, Moussa Nabati, le bonheur d'être soi. Voilà. Donc, on a déjà vu petites vidéos, une vidéo, donc deux petites vidéos. Voilà, attendez que je règle ça. Voilà. Et nous avons lu quelques extraits. Maintenant, je termine toujours l'histoire d'Eliane, mais tout en parlant, donc on a vu un peu l'étude psychologique, psychothérapie qu'a fait Moussana Betty. Et dans un autre titre, il parle de l'autonomie psychique. Alors, qu'est-ce que, suivant cette histoire, donc, l'autonomie psychique, devenir soi favorise par ailleurs une véritable et profonde autonomie psychique, une liberté intérieure. En acceptant de vivre par et pour soi-même, tel que l'on est, en coupant le cordon ombilical de la dépendance, on s'affranchit de l'impérieux besoin vital d'utiliser papa, maman et les autres comme canne ou béquille. Cela ne contraint évidemment pas à s'isoler en se réfugiant orgueilleusement dans la tour d'ivoire de son ego. Bien au contraire, cela permet de désirer entrer authentiquement en relation avec autrui sans avoir besoin de lui comme bouée de sauvetage. Finit donc ces liens de fusion et de dépendance aliénants, parasitaires, où chacun finit par ne plus savoir qui il est ni ce qu'il désire vraiment. Être soi encourage à aimer autrui, non pas en tant qu'objet utilitaire, chose remplaçable que l'on jette après usage, mais pour ce qu'il est tout simplement porté par le désir gratuit et la joie d'être ensemble. Le désir émancipe, alors que le besoin emprisonne. L'autre ne représente plus une drogue dont on ne peut se passer, un médicament destiné à tromper la solitude. Lorsqu'on est soi, on devient capable d'aimer l'autre vraiment, gratuitement, sans nulle exigence de récompense, dans la pureté du désir. On accepte aussi d'être aimé par lui dans le respect de sa différence. Ainsi, une vraie relation saine et heureuse ne peut s'établir qu'entre deux personnes portées par le désir et non assujetties au besoin de s'utiliser réciproquement comme objet pour se sentir vivant, aimé et reconnu. Il est certain d'ailleurs que les rencontres s'opèrent toujours par-delà les masques et les paroles manifestes. Au niveau d'une forte attraction inconsciente, il n'est possible de se lier en effet qu'avec celui qui nous ressemble, c'est-à-dire qui se trouve au même stade d'évolution intérieure. Les hirondelles s'envolent avec les hirondelles, les cigognes avec les cigognes. Je pense que j'ai déjà lu ça. Voilà. Lorsqu'on est insuffisamment... Voilà. Lorsqu'on est insuffisamment soi, c'est-à-dire sous l'emprise de son enfant intérieur coupable et donc thérapeute non assuré d'être vivant et entier dans un corps réel, alors on a tendance à tomber répétitivement sur des partenaires semblables, sur ces copies conformes. Chacun cherche ainsi à devenir le sauveur, c'est pas la saveur, le sauveur, le réparateur de l'autre, en se donnant pour mission de combler ses manques et pour le rendre enfin heureux.
On va passer à un autre extrait où il parle d'un certain François. Alors, François, à 30 ans, il dit avoir été heureux jusqu'à l'âge de 20 ans. Nous menions, mes parents et moi, une vie simple et heureuse. Tout s'est envolé après le décès de mon père. Suite à un accident cardiaque après 3 mois de coma. Mes parents formaient un couple uni, modèle. Ils s'aimaient. J'étais peut-être un peu plus proche de mon père. On vivait plein de choses tous les deux. Il m'aidait dans mes devoirs d'école, moi je l'aidais pour du bricolage. Il m'emmenait à la pêche, aux champignons, etc. Depuis qu'il est parti, il y a 10 ans, je ne suis plus comme avant. Je ressens une grosse colère. Je n'ai pas encore avalé la pilule. J'en veux à la terre entière. Je n'accepte pas. C'est injuste. 45 ans, ce n'est pas un âge pour mourir. J'ai fêté mes 20 ans à son chevet à l'hôpital. Il était dans un coma vigile, comme s'il se vendait un peu compte de ce qui se passait. François vit avec sa fiancée depuis bientôt 7 ans. Au niveau du couple, tout va bien. On s'aime, malgré quelques moments un peu tendus où elle craint de ne pouvoir satisfaire toutes mes demandes sexuelles. Je reconnais néanmoins que j'ai parfois facilement tendance à m'énerver en interprétant certains de ses remarques en question comme des reproches. Sur le plan professionnel, François a pu se dire également heureux pendant plusieurs années. Cependant, il trouve que l'atmosphère change depuis quelques mois. Il dit, je cite, « Je me sens harcelé comme s'il cherchait des prétextes pour me licencier, me dégommer. J'ai le sentiment de me trouver sur un siège éjectable. L'ambiance s'est un peu dégradée récemment. Il m'accuse d'être parfois un peu rigide avec les clients, de manquer de souplesse, de diplomatie. En plus de la disparition de mon père, c'est aussi un problème qui me préoccupe. » Pourquoi François, 10 ans après, n'a-t-il toujours pas accompli le deuil de son père? Tourner la page et retrouver son équilibre. Que reproche-t-il? Que se reproche-t-il? Pourquoi se sent-il harcelé, agressé, persécuté? Sur un siège éjectable. Au fond, ce qui l'empêche de profiter de la vie et de se sentir heureux dans le moment présent prend sa source dans son passé. C'est la culpabilité de l'ADIP, de son enfant intérieur, comme toujours. C'est ce dernier, et non l'adulte, qui sème le trouble. Je suis un enfant unique. Ma mère a failli rester à l'heure de son accouchement. Je ne sais pas plus pour quelle raison les médecins lui ont interdit de concevoir un second bébé. Une nouvelle grossesse comportait des risques vitaux pour les deux. Pour ce motif, elle m'a beaucoup couvé, je dirais même vampirisé. Elle avait toujours peur qu'il m'arrive ceci ou cela, que je me fasse mal, que j'attrape froid, etc. À la longue, elle a réussi à me communiquer ses angoisses. Vers 4-5 ans, j'avais peur aussi de mourir, surtout la nuit. Je résistais au sommeil de toutes mes forces, par crainte de ne plus me réveiller. Je me disais que si je mourais, mes parents seraient malheureux toute leur vie. L'angoisse de mort ne renvoie jamais à une appréhension concernant sa réalité objective, qui reste de l'ordre de l'inconnaissable absolu. Elle reflète plutôt la présence de la culpabilité et de la DIP relative au blocage
au dessèchement du flot de l'énergie vitale, une source d'eau vive qui se tarit. L'arbre de vie devenu infertile ne portera plus ni fleurs ni fruits. Tout se passe comme si François cherchait à travers sa souffrance à expier et à exprimer le fantasme de sa mauvaise imaginaire. Il dit: j'ai failli tuer ma mère en sortant d'elle. Elle n'aura plus, par ma faute, d'autres bébés. Je n'aurai pas de frère ni de sœur. Quelque chose s'arrête, la terre est brûlée. Mes parents ont désormais besoin de moi pour se sentir vivants et utiles. En donnant un sens à leur vie, le trio se voit fondé dans ces conditions, non pas sur le désir gratuit et libérateur d'être ensemble et d'échanger, mais sur le besoin impérieux de fusionner, de se coller, de s'attacher les uns aux autres pour se prémunir contre la désintégration et la perte. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'agit pas là de divagation fantaisiste et que François est bel et bien sous l'emprise d'une vieille et forte culpabilité, l'empêchant d'être lui et de trouver le bonheur. Écoutons la suite. Il dit: quand le grand-père de ma fiancée a eu son cancer de la prostate, j'ai dit: j'amène la poisse dans ta famille. Comme si tout ce qui est arrivé de mal, pas de bien, mais de mal était automatiquement de ma faute. Lorsque mon père se trouvait dans le coma 3 mois après, les médecins nous ont fait comprendre, à moi et à ma mère, face à l'encéphalogramme plat, qu'il n'y avait plus rien à tenter, mais qu'on pouvait néanmoins abréger cette situation par une piqûre. On s'est regardé avec ma mère dans les yeux. On a réfléchi un peu et on a dit oui. Il n'y avait plus d'espoir. On nous a fait comprendre aussi qu'il ne fallait pas que ça se il ne fallait pas que ça se sache. Il ne fallait pas surtout parler d'euthanasie, comme si on était complices, moi et ma mère, avec eux, d'un crime. Si on était complices, moi et ma mère, avec eux, d'un crime, on s'est senti très moche. Depuis, nos relations n'ont cessé de se dégrader. Chacun avait peur de se voir traité par l'autre de criminel. J'avais l'impression d'avoir tué mon père. Voilà, François est donc malheureux depuis 10 ans, non pas vraiment parce qu'il a perdu son père, quoi de plus juste et naturel, mais parce qu'il a donné le feu vert pour le tuer. Il souffre aussi car il se croit coupable d'avoir été impuissant à le sauver comme naguère il a failli. En venant du monde abréger les jours de sa mère, dans ce contexte, le travail de François s'est transformé sur le plan fantasmatique en un purgatoire, lieu et instrument de torture, comme pour le punir de ses fautes imaginaires. Il s'y sent en effet harcelé, convaincu qu'on cherche un prétexte pour le licencier, le gommer, quand pour le châtier. Mais pourquoi François est-il intimement convaincu que tout ce qui arrive de mal part de bien, mais de mal est automatiquement de sa faute? Parce que certaines parties de son psychisme se trouvent en raison de la DIP inanimée, dévitalisée, morte, elle risque de contaminer le psychisme de ses proches. Il ne connaît donc rien de bon, de vivant, ni de vivifiant en lui, gardant une image négative
mortifère de sa personne. La prise de conscience de son histoire a permis à François de se sentir plus léger, plus à l'aise, plus en sécurité, surtout pour enfin retrouver la sérénité et la tranquillité. Avant, je me sentais souvent en danger, persécutée. Je réagissais de façon quelquefois disproportionnée. Aux remarques, j'étais rapidement déstabilisée. Là, j'ai envie de profiter des moments de la vie qui s'offrent à moi avec simplicité. Je crois avoir enterré mon père. Voilà. Donc, dans la première partie, c'était toujours des exemples que donnait Monseigneur Bétier, des problèmes psychiques appelant à être soi en cherchant dans le passé enfantin de l'être humain. Et dans la deuxième partie, la nomme les 5 vœux de bonheur. On lira ensemble quelques extraits et on saura qu'est-ce que ces 5 vœux de bonheur. À la prochaine. Bisous.